Europe 1, il est 6h45, Thomas Soto. Et on ouvre le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Il y a parfois des questions plus vertigineuses que les autres. Ainsi, Le Monde s'interroge en une: l'espèce humaine a-t-elle atteint ses limites? C'est un débat qui agite les scientifiques. Plusieurs études laissent penser que l'humanité connaîtrait une forme de mur physique. La taille des individus n'évoluerait plus et l'intelligence baisserait même. En résumé, Varrock, certaines émissions de télé ont un bel avenir devant elles. Les causes de ce phénomène sont multiples, nous explique Le Monde, mais l'environnement jouerait un rôle important. Beaucoup plus terre à terre. Le Figaro, comme les Échos d'ailleurs, font leur une sur l'immobilier. Voilà que les prix repartent à la hausse. Une première depuis 2011, nous dit le Figaro, et une tendance qui devrait continuer cette année. Bon, si c'est pas le cas, le Figaro et les Échos, et peut-être même l'Express et le Point titreront dans quelques semaines: immobilier, voilà que les prix repartent à la baisse. Eux rêvent tous de décrocher le même logement, en l'occurrence un palais, un pied-à-terre du côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Ce sont les candidats à la primaire de la gauche. Demandez les programmes, titre 20 minutes, de retour ce matin. 20 minutes qui zooment sur les propositions de Vincent Peillon et de Manuel Valls. Les lignes de fracture sont nettes entre ces deux-là, d'un côté, et Benoît Hamon et Arnaud Montebourg de l'autre, écrit l'Humanité. L'Huma qui fait sa une sur le grand écart des projets. Les quatre hommes qui se retrouvent une fois encore à la une de Libération. Pouvoir d'achat, travail, santé, c'est quoi ta gauche, interpelle le quotidien. Et puis politique encore en une de l'Opinion qui titre Valls ne fait plus de valse et qui lance une sorte d'avis de recherche en une: où est passé le réformateur? L'ex-premier ministre devenu candidat à la primaire propose un catalogue de mesures classiques basé sur la dépense publique et la protection du modèle social, déconcertant pour celui qui avait fait de la transgression sa marque de fabrique, juge l'Opinion. Et puis le canard enchaîné qui sent le crash de la primaire arriver s'amuse de tout ça. Le PS vient de faire voter une loi pour prohiber les fessées, mais rien pour interdire la déculottée. Enfin, il y a Aujourd'hui en France qui nous rappelle qu'il est désormais interdit d'équiper l'avant de sa voiture de vitres surteintées. Tout le monde va pouvoir voir Julie à l'avant de sa voiture. Les premiers PV tombent, c'est 135 € et moins 3 points sur le permis quand même. Alors le taux de transparence doit être supérieur à 70%. Il n'y a qu'un seul problème. Vous savez lequel? C'est quoi? C'est que les policiers n'ont pas d'appareil pour mesurer l'opacité. Voilà, ça se fait au jugé, comme on dit. C'est-à-dire, rassurez-vous. Ça va se plaider, ça, après. Exactement. Avec les vitres teintées d'origine, il n'y a aucun risque. Tout ça est au bon taux de clarté, si je puis dire. 3-1 dans la presse quotidienne régionale à présent. C'est avec vous, Marion Calais. Un mystère à la une de Var Matin, mystère autour de la disparition d'un policier retraité à la Garde près de Toulon. Une enquête pour enlèvement et disparition est ouverte. Une flaque de sang a été retrouvée devant son domicile. Sa famille organise aujourd'hui des recherches. Alerte au grand froid en Moselle. Des températures entre -9 et -10 degrés annoncées, souligne le Républicain lorrain. Le plan grand froid pour protéger notamment les SDF est activé. Vu aussi dans la montagne, l'histoire de ce chaton qui roule 650 km dans le moteur de la voiture d'une famille du Puy-de-Dôme. L'animal qui appartenait à des proches de la famille a fait le trajet retour, non pas dans le moteur, mais en covoiturage. Depuis, le chat s'appelle Chanceux. En fait, ils faisaient sa sieste dans le moteur et ils sont partis sans le voir. Exactement, puis ils l'ont entendu miauler une fois arrivé dans le garage. Ah oui, c'est un moteur qui ronronne, ça s'appelle. L'histoire du jour, c'est celle d'un maire qui a une manière vraiment particulière de présenter ses vœux. Oui, l'édile de Caen va souhaiter la bonne année dans les différents quartiers de la ville à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois. Le programme a été établi de longue date, c'est ainsi que dans 2 semaines, il va s'exprimer dans les locaux vide, normalement, d'un collège. Le problème, c'est qu'entre-temps, ces locaux ont été mis à disposition de l'État dans le cadre du plan hivernal pour accueillir des SDF et des migrants. 60 personnes aujourd'hui accueillies qui vont devoir purement et simplement quitter les lieux pour les vœux du maire, et même au total pour 48 heures. La municipalité assure que la continuité de l'accueil est garantie, que les personnes seront logées dans un gymnase au passage qu'elles avaient déjà dû quitter pour cause d'activités sportives. Là, on les fait déménager pour une cérémonie de vœux du maire de Caen. Pour 48 heures, une logistique bien compliquée. Déplacer 60 lits, déplacer 60 personnes, aller et retour, puisqu'il va falloir qu'elles réaménagent ensuite. La cérémonie des vœux n'aurait-elle pas pu être organisée ailleurs, s'interroge ce matin Ouest France. Eh bien oui, répond ce matin le kiosque d'Europe 1. À la une de la presse brésilienne, on fait le tour du monde tous les matins avec vous, Sophie Larmoyer. À une de la presse brésilienne, donc il est toujours question de cette énorme mutinerie qui a déjà fait 56 morts dans le complexe pénitentiaire de Manaus, dans le nord-ouest du Brésil. Ça a commencé dans la nuit de dimanche à lundi. Oui, et les derniers articles, par exemple du journal Folha de São Paulo, décrivent aujourd'hui l'attente des familles de détenus devant l'Institut médico-légal de Manaus, la plus grande ville d'Amazonie.
Amazonie, sous un soleil de plomb et sans information. Chacun veut savoir si un fils, un mari fait partie des victimes, veut récupérer les corps aussi, mais les procédures sont extrêmement lentes car beaucoup des victimes ont été démembrées et même décapitées. Certains corps sont aussi calcinés, ce qui rend les identifications très très difficiles. En fait, c'est une tuerie qui s'est déroulée dimanche, c'est un véritable massacre entre prisonniers. Sophie. Absolument, et dans ce journal, le Folha de São Paulo, le juge qui a été envoyé pour négocier avec les détenus, parce qu'il y avait aussi une prise d'otage dans la nuit, explique avoir découvert une scène dantesque, la plus horrible qu'il ait jamais vue, avec des cadavres qui avaient été empilés à l'entrée de la prison. Les experts qui sont interrogés expliquent que ce bain de sang est le résultat de la rivalité entre deux clans criminels rivaux. Depuis juin dernier, ces deux grosses organisations très puissantes se disputent les routes d'entrée de la drogue au Brésil. À cette époque-là, le meurtre d'un trafiquant d'une des factions avait été mis en scène dans une vidéo de 4 heures et depuis, ce sont des règlements de compte mutuels à répétition. Mais des règlements de compte donc jusque dans les prisons ? Absolument, parce que les spécialistes cités dans la presse brésilienne expliquent que toutes les prisons sont contrôlées par les gangs, au point que dans les États dominés par une faction, les détenus du camp adverse sont isolés quand c'est possible dans des cellules à part pour essayer de les protéger, ce qui devient absolument ingérable en cas de rébellion, évidemment, comme ça a été le cas dimanche, surtout vu l'ampleur de la surpopulation carcérale. Imaginez, à Manaus, il y avait 3 fois plus de détenus que de places, et la majorité des morts fait d'ailleurs partie du même clan, ce qui explique cette volonté de torturer, de massacrer pour envoyer un message au clan rival. Invraisemblable, donc, est raconté par la presse brésilienne ce matin. Merci beaucoup Sophie. On va se détendre un peu. Ah oui, un petit peu. Mystère à l'Opéra, c'est sur France 2, c'est à 20h55 ce soir. Oui, Eva et Rock. alors en quelques secondes, cette fiction va vous transporter dans l'univers magique de l'Opéra Garnier de Paris. C'est un saut dans l'espace, mais aussi un saut dans le temps, parce qu'en fait, on est en 1880, à quelques jours d'une représentation de Carmen. Une ouvreuse est retrouvée poignardée dans une loge, et c'est l'arrivée du commissaire. Je vais avoir besoin de votre coopération. Plus de 1000 personnes travaillent ici, on ne peut quand même pas interrompre les répétitions pour l'enquête. Alors, en ce qui me concerne, vous pouvez chanter tant que vous voulez. Mais mes hommes resteront ici jusqu'à ce qu'on débusque la racaille qui se cache dans vos murs. Et résultat, on va se retrouver vraiment dans un huis clos avec l'opéra en décor. Alors rapidement, un machiniste, qui plus est fiancé d'une des chanteuses, est accusé du meurtre. Et c'est là que ça devient intéressant aussi, parce qu'on va se retrouver dans une fiction qui parle du peuple face à l'élite. C'est bien ça dont il s'agit. Écoutez la plaidoirie de l'avocat, donc du fameux meurtrier, pendant le procès. Ah bien sûr, à l'opéra, où les familles les plus fortunées de la capitale se retrouvent le soir après dîner. La violence ne peut venir que des coulisses. Paul Santerre fait partie de cette foule des invisibles, grâce à qui vous prenez du bon temps. Ça donne envie votre truc Oui, là, non ? c'est très bien écrit. Alors c'est vraiment un suspense façon Agatha Christie. Il faut vraiment attendre la dernière seconde pour savoir qui est vraiment le meurtrier. Alors dites-le nous. Non, je ne le dis pas, évidemment, non. Il y a un travail de reconstitution qui est remarquable, notamment grâce aux costumes. Et puis il y a de très bons comédiens. Vous allez retrouver Mathilde Amé en diva capricieuse, Antoine Duléry qui est le directeur de l'opéra, ou encore Lionel Astier qui est le fameux commissaire. Alors il y a un tout petit problème de rythme, mais ça reste quand même une très bonne fiction française qui a un atout en plus, qui est la mise en avant du patrimoine culturel et architectural. Et France 2 a d'ailleurs commandé un deuxième film qui sera diffusé la semaine prochaine, exactement dans le même esprit, qui est intitulé Mystère à la Tour Eiffel. Autant vous dire, vous allez en prendre plein les mirettes, mais aussi plein les oreilles, parce que vous allez entendre de grands airs d'opéra comme ça. Oh Carmen. Que nul ne peut apprivoiser. C'est bien Pour le coup, c'est pas Mathilde Amé qui chante là. Non, alors le doublage est vraiment formidable. On a vraiment l'impression que c'est elle qui chante. Ouais, dès que j'entends parler de Mathilde Amé Europe 1, je pense à Philippe Aubert qui était là il y a quelques années et qui adorait Mathilde Amé. Moi, j'écoutais Europe 1 à l'époque, j'étais quasiment gamin. Merci beaucoup les kiosquiers.